à cet événement coparrainé par le Conseil œcuménique des Églises, ACT Alliance, Islamic Relief, Soko Gakkai International et United Religions Initiative. C'est un honneur, car cette opportunité est une possibilité pour moi d'aller de l'avant, alors que j'explore les questions du racisme et du colonialisme. Il est important de se rendre compte que quand bien même les tons et les positions semblent évoluer, ces sujets vastes euh, sont toujours lourds de conséquences aujourd'hui. Alors moi, permettez-moi de commencer par souligner que je suis une grand-mère et donc moi, tout ce que je vais dire ici aujourd'hui, c'est pour les générations à venir, les enfants d'aujourd'hui et de demain. Alors, mon histoire avec le racisme, le colonialisme, a débuté dans les années 60 quand j'étais euh, une jeune fille avec des origines indigènes en Amérique. Et vous savez, pour un enfant, ça a des conséquences, des plus douloureuses. Le fait est que l'on ne comprend pas ce qui fait de nous quelque chose, quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne mérite pas, quelqu'un qui n'est pas entier. Vous savez, il y a toute cette énergie qui vous sape. Alors, en tant que Global Peace Walker, marcheuse pour la paix en ce monde, j'ai rencontré des communautés. J'ai rencontré des communautés et le fait est que oui, je constate que l'on a déjà parcouru un long chemin, mais le chemin à parcourir est également encore très long. Il y a beaucoup de communautés qui souffrent. Certains ont le droit de voyager, d'autres n'ont pas le droit de voyager. Nous, nos équipes au sein de Global Peace Walk sont composées de personnes d'origines diverses et variées. Et vous savez, parfois, des jeunes hommes noirs ou d'autres ne peuvent pas obtenir leur visa et ne peuvent pas voyager simplement à cause de leur couleur de peau. Mais qui peut vivre quoi? Qui peut aller à la rencontre des défis et des opportunités qu'offre ce monde, ci ou là, en fonction de quels critères? Dans mes communautés indigènes que nous avons rencontrées, dans les communautés que nous avons rencontrées en Australie, avec ces échanges qui nous ont permis d'entendre leurs douleurs et là, d'entendre parler justement de l'accaparement des terres, eh bien, cela nous a permis d'aller de l'avant sur la question d'identité. Ensuite, dans bon nombre de communautés, des personnes sont à pied d'œuvre pour éradiquer les fléaux dont souffrent les personnes discriminées. Et vous savez, bon nombre manquent de ressources, d'un moyen de subsistance, et il y a de grands déséquilibres. Et pour moi, qui travaille avec les communautés indigènes aux quatre coins du monde, j'ai pu me forger une certaine expérience. Et ce que j'ai vécu m'a permis de comprendre que le défi est de plonger en profondeur dans les blessures du colonialisme et du racisme, et également dans les racines du racisme et toutes ces approches discriminantes telles que le patriarcat
Il faut équilibrer nos luttes pour survivre, mais aussi et surtout pour remplacer certaines narratives, et ce à l'international. J'ai récemment participé à un atelier où une femme avait parlé justement du fait que les choses devaient percoler de la tête au cœur. Et en 2014, on a entendu à moult reprises lors d'un autre séminaire que nous avons justement la possibilité de prendre ce bateau pour avancer de la tête au cœur. C'est la seule façon de survivre au temps qui nous attend. Voilà ce qu'on disait en 2014. Et ici, on voit que peu de temps plus tard, eh bien, nous sommes face à un changement climatique drastique et ce sont les individus qui sont le plus touchés par les changements climatiques qui sont également ces communautés aux quatre coins du monde qui subissent le racisme, le colonialisme, étant donné les vibrations que l'on peut ressentir, même en temps de pandémie, aux quatre coins du monde. Ce qui se passe dans la forêt amazonienne, la déforestation a un impact colossal sur les peuples et sur le climat qui ne cesse de chauffer. Les déserts sont de plus en plus étendus et donc le réchauffement climatique touche ces communautés. L'approvisionnement en eau et sans oublier les feux. Aujourd'hui, depuis que l'on coupe les arbres dans la forêt amazonienne pour pouvoir élever davantage de bétail, on voit qu'il est difficile pour ces communautés de survivre et les interprètes font de leur mieux, mais la qualité de la connexion de madame laisse vraiment à désirer. Il est important d'ouvrir la porte pour offrir une voie à la guérison et je pense, en tant que dirigeante religieuse, que nous nous devons toutes et tous, dans nos paroisses, d'aller de l'avant ensemble, main dans la main. Et nous devons nous soigner. On doit s'autoriser de s'exprimer pour que qu'il soit possible de se soigner. Voilà mon appel, voilà l'appel que je lance aujourd'hui. Soyons prêts et tendons la main pour nos enfants qui, eux, auront notre héritage, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, pour les enfants de demain, nous avons une responsabilité. Nous avons la responsabilité de nous rassembler. Et permettez-moi de citer Audre Lorde, que l'interprète veut paraphraser. Et désolé, j'ai perdu ma citation, mais c'est pas grave. Je vais continuer avec une autre citation de Rebecca Alson. La compréhension indigène a une base spirituelle dans la reconnaissance de l'interconnectivité et l'interdépendance de toutes les choses vivantes. Une vision holistique et équilibrée du monde. Tout est lié, tout est connecté. Que ce qui se passe à la Terre se passe pour les enfants de la Terre. Nous sommes un tissu, le tissu de la vie, et tout ce qu'on fait au tissu de la vie, on se le fait à soi-même. Soyons donc conscients de ce fait, soyons prêts à se soigner, à faire preuve de patience les uns envers les autres, et ouvrons nos cœurs aux enfants qui hériteront de tout ce que nous leur laisserons. Un tout grand merci à vous. Un tout grand merci à vous, Audrey. Alors, notre prochain orateur est le docteur Charles McNeil, qui est conseiller principal sur les forêts et le climat pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Charles, un tout grand merci de votre présence des plus matinales. Et pour tous nos participants, sachez que nous allons partager avec vous un lien pour que vous ayez accès à toutes les biographies des gens parmi nous.
et pour que vous puissiez retrouver justement le curriculum de nos orateurs plus brillants les uns que les autres. Charles, bienvenue, à vous la parole. Un tout grand merci à vous, Ryan, et bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et tous qui venez des quatre coins du monde. C'est un grand plaisir à moi que d'être ici pour participer à cet échange coparrainé par le Conseil communique des Églises, ACT Alliance, l'Islamic Relief, Soka Gakkai International et United Religions Initiative. Aujourd'hui, il y a 6 points que je voudrais communiquer avec vous. 6 points des plus importants. Tout d'abord, il est évident que les cultures et les modes de vie des peuples indigènes apportent des avantages considérables aux forêts, au climat, à la biodiversité de notre planète grâce à l'intendance et à la sauvegarde de leurs terres. Je parlerai de cela plus en détail dans un instant. Ensuite, il est également clair que lorsque la culture et les droits des autochtones sont sapés, la protection de l'environnement qu'ils peuvent assurer est également compromise. Troisièmement, il est évident que des périodes historiques de colonialisme et du racisme en découlant dans le monde entier ont été dévastateurs pour les cultures des peuples indigènes et, et ont même menacé leur survie et endommagé et diminué le rôle important qu'ils ont joué pendant de nombreux siècles. Cela étant dit, c'est ainsi que le racisme et le racisme menacent l'action climatique. Et sur ce point, je dirais que les peuples autochtones aujourd'hui connaissent des difficultés qui ne sont que le prolongement de centaines d'années de colonialisme et d'oppression qui les placent en première ligne de la crise du climat et de la déforestation. Que leur vie et leurs moyens de subsistance soient menacés par l'exploitation forestière, les mines, les braconniers, les trafiquants de drogue, l'agro-industrie ou même certains gouvernements, le fait est que la situation laisse à désirer et que le COVID l'aggrave encore. En effet, rien qu'en 2020, 227 défenseurs de l'environnement ont été tués en protégeant leurs terres. La plupart d'entre eux sont des indigènes. Et donc, cette année est la plus dangereuse jamais enregistrée pour les personnes défendant leurs maisons et leurs écosystèmes. Cinquième point, il est indéniable que les grandes religions du monde ont joué un rôle important dans ce fait et ont été complices de la colonisation et de la suppression mondiale de la culture et de la langue et des modes de vie indigènes au cours des 500 dernières années et que les grandes religions ont une part de responsabilité dans les dommages causés à la culture indigène et donc à l'environnement que nous constatons aujourd'hui. Sixième point, bonne nouvelle. Les événements tels que celui d'aujourd'hui euh, font partie d'un mouvement interconfessionnel très positif de grande envergure et en pleine expansion qui vise à assumer la responsabilité de ce passé tragique et à travailler la réconciliation avec les peuples autochtones du monde entier. L'Interfaith Rainforest Initiative, à laquelle vous participez, est un exemple concret de cette prise de responsabilité collective puisque nous constatons des résultats encourageants dans 5 pays qui détiennent 70% des forêts tropicales restantes de ce monde. Nous voyons la preuve d'un nouveau type de partenariat puissant entre les chefs religieux et les chefs indigènes qui pourrait commencer à servir d'antidote à des siècles de colonialisme et de racisme. Maintenant, les éléments tangibles. Car oui, les peuples autochtones offrent une solution que l'on peut faire passer à l'échelle supérieure. Vous savez, le GIEC, l'organe scientifique mondial qui fait le plus d'autorité en matière de changement climatique, a publié il y a 1 an et demi un rapport spécial intitulé Rapport spécial sur le changement climatique et les terres. Et il conclut que les peuples autochtones sont des partenaires essentiels dans la lutte contre la crise climatique. Et nous, aux Nations Unies, nous avons compris cela depuis des décennies. Les plus grands scientifiques de ce monde ont reconnu ce que les peuples autochtones ont toujours su. La garantie des droits des peuples autochtones est une solution essentielle et évolutive à la crise climatique et la clé à la réduction des émissions mondiales pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré d'ici à 2030. Sans droit sur leurs terres, leur territoire et leurs ressources naturelles, les peuples autochtones sont incapables d'appliquer les connaissances et pratiques traditionnelles qui sont essentielles aux efforts mondiaux de protection de l'environnement. Et moi, vous savez, j'ai eu l'honneur de voir cela dans les faits en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Des droits communautaires sûrs sur les terres et les ressources sont essentiels pour au moins arriver à 6 résultats. Tout d'abord,
des taux de déforestation plus faibles et une dégradation des forêts amoindrie. Réduire ensuite, deuxièmement, les conflits et l'appropriation illégale des terres. Ensuite, des émissions de carbone plus faibles. Quatrième point, une meilleure conservation des forêts et de la biodiversité. Cinquième point, des efforts de restauration de forêts plus durables. Et sixième point, de meilleurs résultats socio-environnementaux et économiques dans l'ensemble que les forêts gérées par les entités publiques ou privées, y compris les zones protégées. Les éléments tangibles ont démontré que sous gestion autochtone, il y a une gestion plus durable et plus sociale et environnementale de ces endroits. Mais on ne pourra pas arriver aux accords de Paris sans action décisive sur la déforestation tropicale. Si la déforestation tropicale était un pays, eh bien, sa contribution annuelle au changement climatique serait la troisième plus importante au monde après les États-Unis et la Chine. Et si elles sont protégées, restaurées, ces forêts nous permettent de réaliser jusqu'à un tiers du chemin vers les objectifs de Paris. Comme je vous l'ai dit, les religions se sont réunies pour créer un nouveau partenariat passionnant qui a un impact réel. L'initiative interconfessionnelle pour la forêt tropicale, c'est une plateforme internationale pour les dirigeants religieux et les communautés confessionnelles en vue de travailler main dans la main avec les peuples autochtones et d'autres secteurs de la société civile en vue d'attaquer la protection des forêts tropicales au niveau mondial, national et local. L'IRI met l'accent sur les droits des peuples autochtones et la protection des forêts en mobilisant les religions du monde en ce sens. Il y a 3 ans, les Nations unies ont créé avec le gouvernement norvégien et les principaux partenaires confessionnels mondiaux, l'IRI, qui a un mandat au mondial et, et également au Brésil, en Colombie, au Pérou et en République démocratique du Congo, et ainsi qu'en Indonésie. Ces 5 pays qui contiennent 70% des forêts tropicales restantes dans ce monde. Alors, comment fonctionne l'IRI? Eh bien, en août 2019, près de 1000 des plus hauts dirigeants religieux du monde se sont réunis. Ils représentent plus d'1 milliard de personnes et ont accepté de travailler ensemble dans le cadre de l'initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales et ont adopté la déclaration des religions pour les forêts, affirmant que euh, prendre des mesures pour arrêter et inverser la déforestation tropicale est une responsabilité spirituelle de la plus haute priorité. Le Conseil mondial des religions pour la paix se réunira à nouveau semaine prochaine en Allemagne pour faire le point sur les progrès réalisés. Ensuite, une déclaration puissante a été publiée en juin cette année par le Conseil mondial des religions pour la paix en soutien à l'Amazonie et à ses peuples indigènes à l'occasion de la journée mondiale de la forêt tropicale qui était désarmante dans sa façon d'assumer la responsabilité du passé. Alors, nous avons la responsabilité d'agir et de ne pas être silencieux lorsqu'il y a des violences aujourd'hui. Et telle est la paix de l'IRI et l'appel lancé aux autorités pour entamer des réformes législatives. Dans plusieurs pays, il y a d'horribles exemples où des dirigeants religieux, notamment en Colombie, ont pu mettre en place des plans de protection de la forêt. C'est fabuleux. Ils ont été très efficaces. Ils ont joué un rôle critique dans l'adoption de ces textes pionniers dans des pays où malheureusement la situation laisse à désirer. Malgré tout, au Pérou, avec le ministère de la Justice, un décret suprême a été adopté sur un mécanisme pour la protection des DDH. En Afrique, au Congo, en RDC, il y a la deuxième plus grande forêt tropicale après l'Amazone et l'IRI a travaillé pendant longtemps pour reconnaître les droits indigènes. Et en avril ce mois-ci, une loi a été adoptée en Indonésie, un pays à prédominance musulmane. Ils se sont engagés pour protéger la forêt et des guides vont être distribués à des milliers d'étudiants.
Grâce à ces activités, des milliers de dirigeants religieux se sont mobilisés et des chapelles et des communautés ont pris action, ont agi pour faire face à la menace de la déforestation. Et cela a un impact digne de ce nom. En conclusion, 5 points. Le réveil des communautés confessionnelles et interconfessionnelles à la collaboration interconfessionnelle est clé pour arriver à cette réconciliation avec les peuples indigènes. Il est urgent d'agir. Il est urgent que les communautés aillent de l'avant. Ensuite, la création de l'ONU en 1945 a engendré la décolonisation massive. Mais aujourd'hui, ayons ce mouvement interconfessionnel pour avoir un impact sur le colonialisme et le racisme pour protéger les peuples indigènes. Troisième point, rappelons-nous du fait que les communautés aux quatre coins du monde et les forêts ont besoin de soutien. Nous avons besoin d'elles en vue de réduire les effets des changements climatiques. Enfin, nous devons intensifier nos efforts pour nous assurer du fait que nous protégeons euh, tout être vivant. Enfin, je suis très heureux d'être ici avec vous lors de cet événement parallèle aux Nations Unies et je tiens à remercier de tout mon cœur le COE, Soko Kagai International, 80 Alliance, l'Islamic Relief et United Religions Initiative. Merci beaucoup. Un tout grand merci à vous, Charles. Merci du fond du cœur. Alors, avant de passer au panel, une petite question pour chacun d'entre vous, Audrey et Charles. Ensuite, nous passerons aux prochains orateurs. Charles, je commence par vous. Qu'est-ce qui impacte la crise climatique à titre individuel? Alors oui, je suis convaincu que le changement climatique est vrai et que les euh, températures extrêmes, les feux, les inondations et les événements climatiques extrêmes de cette dernière année ont dû convaincre les plus sceptiques. Une toute petite ville au Canada a enregistré la température la plus haute jamais enregistrée et 2 jours plus tard, la ville a pris feu. Alors, que peut-on faire? Tout d'abord, on se doit de reconnaître que nos choix personnels sont lourds de conséquences. On peut être un exemple, on peut être un modèle, on peut réfléchir à notre énergie, à nos achats, réfléchir au bœuf, au papier, au soja et à l'huile de palme et aux carburants fossiles. Il est important de moins manger de viande, moins manger de bœuf. C'est un choix qu'on peut toutes et tous faire. Ensuite, les forêts peuvent être aidées en réduisant le gaspillage alimentaire. Et vous savez, c'est absolument aberrant de voir qu'il y a autant d'aliments qui sont gâchés. Et puis, euh, toute décision économique devrait être liée à une position morale. L'extractivisme, le minier, le gaz, les infrastructures, les routes, ce sont des moteurs de la déforestation et les mouvements poussés par les différentes confessions peuvent avoir des impacts sur les actionnaires et donc sur des décisions commerciales. Alors ensuite, des événements tels que celui-ci peuvent servir à ôter les œillères, sensibiliser, apprendre, partager. Et enfin, quatrième point, je pense qu'on peut influencer les débats publics et les politiques publiques sur les droits des peuples indigènes. Il faut que cette question morale soit mise en avant pour requérir
réponse morale. Il faut protéger ces gens. Il faut mobiliser la volonté politique. Voilà ce qu'on peut faire en tant qu'individu et organisation. Merci bien. Merci à vous. Alors, Audrey, je vous ai entendu parler de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Dans quelle mesure pensez-vous que la communauté internationale a échoué dans sa quête des solutions au changement climatique et aux communautés impactées? Y a-t-il des lueurs d'espoir? Bien entendu, je pense qu'il y a toujours des lueurs d'espoir. Je pense que le défi aujourd'hui est de voir qui parle et qui écoute. Vous savez, très souvent, on prêche à sa propre paroisse et les gens de couleur, les communautés indigènes ne sont toujours pas respectés. Leurs formes de savoir ne sont toujours pas respectées. Nos racines sont méprisées. Et vous savez, nous avons toujours vécu en harmonie avec la terre. Les personnes de couleur, les communautés indigènes, on leur dit comment elles devraient vivre, alors que notre façon de vivre depuis des millénaires vise en fin de compte à protéger la planète. Le truc le plus important pour moi, c'est de créer des opportunités et de s'écouter les uns les autres. Et il ne faut pas croire qu'un seul groupe, c'est tout. Il faut qu'on s'écoute et apprendre des uns des autres. Il faut écouter ces stratégies déployées pour survivre. Il faut reconnaître que ces personnes vivent sous la botte de l'oppression du colonialisme et que donc des techniques de survie ont été apprises pour pouvoir vivre en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Je pense que ce qui ressort ici de cet échange, eh bien, c'est le fait qu'il faut équilibrer ou plutôt impliquer les personnes de couleur et les personnes indigènes à tous les niveaux de décision. Aux Nations Unies, dans les dialogues tels que celui-ci, qui écoute, qui prend la parole et comment travaillons-nous ensemble pour travailler des solutions qui peuvent fonctionner à long terme. Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé à parler des enfants et pourquoi moi je me suis orienté sur les enfants, eh bien, c'est parce qu'on va leur donner une situation des plus inquiétantes, effrayantes. Et c'est vrai pour les enfants aux quatre coins du monde. Et les enfants voient ce qu'ils s'apprêtent à hériter. Et vous savez, nos enfants ne vont pas bien. Nos enfants ne vont pas bien physiquement, mais aussi mentalement. Il n'y a pas que la santé physique, il y a la santé mentale. Et partant, nous devons nous demander comment l'on peut entreprendre de nouvelles actions pour que nous revoyions notre façon de vivre en tant qu'individu, parce que parfois nous avons vécu de sorte de déconnectés. Nous avons vécu déconnectés et sans se soucier de l'environnement. Vous savez, l'extractivisme, tout sortir de la terre, eh bien, cela va vider la terre, les peuples. Et nous sommes à un tournant. Organisation confessionnelle, organisation politique, scientifique, nous devons de poser de meilleures questions et défendre de meilleures réponses. Merci bien. Merci beaucoup, Audrey. Merci pour votre intervention. Merci, Charles et Audrey, pour vos contributions.
À présent, nous allons écouter nos autres intervenants, éminents intervenants, et nous retrouvons Audrey et Richard un petit peu plus tard pour notre discussion finale. J'en profite juste pour vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions dans la boîte dialogue et vous avez aussi l'interprétation qui est disponible si vous en avez besoin en bas de votre écran à droite, le bouton interprétation. À présent, j'aimerais présenter ma collègue du Conseil œcuménique des Églises. Donc Joy Eva, qui est responsable de programme de l'engagement des jeunes au Conseil œcuménique des Églises. Ryan, we're not hearing you at all, so I'm just going to step in and invite your colleague. Un petit souci technique, donc nous allons vous donner la parole. Merci à vous, Ryan, et puis vous pourrez, bien sûr, si nécessaire, lire ma biographie. Le lien est disponible dans la boîte des dialogues. Merci en tout cas à vous de me donner cette occasion de m'exprimer à vos côtés, mais également de faire part certains des résultats de la Journée internationale de la jeunesse que nous avons eu le 12 août au Conseil œcuménique des Églises. Aussi, je suis originaire des Philippines et à l'heure actuelle, avec l'administration aujourd'hui, nous sommes confrontés à des violations, des discriminations à l'égard des communautés autochtones, simplement parce qu'ils luttent pour leurs droits et pour leurs terres et cherchent à protéger et préserver leur communauté et l'environnement comme faisant partie de la création de manière plus générale. Aussi, différentes violations ont lieu de termes, mais c'est également ciblant différents groupes communautaires. Aussi, nous pouvons remarquer que dernièrement, un jeune défenseur de 12 ans a été abattu par les militaires au sein de sa famille. Aussi, le Luma est un groupe autochtone qui est particulièrement actif aux Philippines et le gouvernement philippin ne n'apporte pas les protections nécessaires pour ce groupe. Il a été négligé historiquement parlant, mais a également fait les frais de l'époque coloniale. Aussi, suite à différentes exactions commises par le gouvernement, l'administration, mais également dans des zones d'exploration minière, toutes ces personnes, ces communautés ont dû être déplacées. Aussi pour eux, leur terre, c'est leur vie. Et s'ils luttent pour leur terre, c'est aussi leur droit. Et très souvent, ils sont abattus par les forces de l'ordre, mais également par les grandes entreprises qui recherchent leurs intérêts et leurs profits. Aussi, tout ceci nous a mené à un cycle de pauvreté et d'oppression très puissant à l'égard de ces communautés. Aussi, le Conseil œcuménique des Églises apporte son soutien à la communauté Luma pour réaffirmer leur identité et le soin, et aussi en faveur du soin de la création. La Journée internationale de la jeunesse, qui a eu lieu le 12 août cette année, a permis aux jeunes gens, mais également des responsables religieux, de se réunir et de partager leurs différentes expériences en raison donc des impacts du changement climatique. Ainsi, nous voyons que les personnes qui sont le plus confrontées aux effets de changement climatique sont ces communautés autochtones. Aussi, nous devons vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elles puissent se défaire de toute cette vision et cette puissance colonialiste. Je vous donne un exemple. En Guinée-Bissau, ils sont confrontés à une augmentation du niveau de la mer, ce qui peut entraîner des inondations, mais également des augmentations de température dans le pays. Notons aussi l'impact sur l'agriculture, d'où le problème pour les moyens de subsistance, entraînant aussi une économie, une instabilité
économique. Aussi, les gens ne peuvent plus utiliser de gaz, mais plutôt de charbon pour pouvoir faire cuire leur alimentation, ce qui peut donner lieu à nombreux phénomènes de déforestation. Aux îles Fidji, les jeunes gens sont aussi confrontés à ces difficultés en raison de la déforestation, mais de risques accrus, et tout ceci étant lié au changement climatique. L'impact environnemental de l'urbanisation sape aussi la qualité de vie des personnes. Des témoignages pleins d'émotions nous ont permis d'avoir un aperçu de la réalité de ce que vivent les gens au quotidien et les forces à être réfugiés pour certains d'entre eux. Ces communautés sont celles qui sont le plus impactées par les impacts en raison donc, de tout ce passé colonial qu'elles ont subi. Aussi, il nous faut pouvoir les aider, les soutenir à préserver leurs ressources. Et point encore plus important, ce sont les politiques qui sont mises en place. Nous devons changer le système, les politiques et les lois qui ne sont pas discriminantes à l'égard de ces personnes. Celles-ci doivent être mises en place avant qu'il n'y ait plus d'espoir. Les pays développés doivent être tenus pour responsables et cela vaut aussi pour tous les autres pays dans le monde, notamment les pays qui ont un pouvoir considérable et tout ceci doit être tenu pour responsable des ressources qui sont à notre disposition et aussi surtout de pouvoir assurer un avenir durable. Aussi, il a vraiment été intéressant de pouvoir entendre toutes ces expériences poignantes racontées par ces jeunes gens, mais également par les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il n'est pas juste de voir que tous ces gens doivent supporter le fardeau d'aujourd'hui, mais également du monde à venir, car nous sommes à l'origine de ces impacts aussi. Aussi, nous appelons les différents leaders à passer à l'action. Les jeunes gens n'en peuvent plus maintenant de ce blabla que nous entendons continuellement. Nous avons besoin réellement d'action et nous tournons vers nos églises, nous nous adressons aussi aux différentes communautés, au gouvernement pour agir maintenant, mettre en place de nouvelles politiques et surtout s'attaquer à ces injustices qui sont toujours enracinées en raison du racisme et du colonialisme et également de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble de la création. Au final, les jeunes gens souhaitent vraiment faire partie de cette solution et nous invitons toutes les générations à faire partie de cette solution dès maintenant et nous ne pouvons plus attendre. Nous n'allons pas attendre une prochaine crise du Covid pour nous rendre compte des réalités, des urgences de la vie et de savoir que nous devons sauver notre planète et la création. Il nous faut agir dès maintenant. Voici là donc quelques expériences et points de vue des jeunes gens, donc racontés au sein de cette journée qui avait été organisée par le COE. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir abordé la question de la jeunesse, puisque c'est ce qui va ensuite guider le fil de notre conversation. Nous allons maintenant écouter Sherva. Il travaille au Conseil des Églises en Afrique. Bienvenue à lui. Merci à vous. Merci pour cette invitation, mais également merci à ma collègue Eva d'avoir justement fait part de cette expérience des jeunes gens et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en raison du changement climatique. Tout ceci dans le but de sauver notre planète. Donc, je suis Collins Chava, je travaille aussi au Conseil des Églises, comme vous l'avez dit.
J'aimerais vous donner, pour ma part, quelques points de vue, donc, et compléter cette discussion. Vous donner la perspective de mon pays, le Zimbabwe. Vous savez que l'Afrique est le continent qui va souffrir le plus de l'impact du changement climatique. Aussi, nous sommes confrontés déjà à un nombre de difficultés, mais nous devons aussi travailler sur nos ressources disponibles. C'est un continent où nous émettons le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Je peux vous donner un exemple, 0,5% de mon pays, de l'ensemble des pays du monde entier. Toutefois, nous en ressentons déjà les conséquences de ce changement climatique. Et au sein du continent, nous avons besoin vraiment d'avoir voix au chapitre et d'apporter notre pierre à l'édifice dans ce travail, dans cette démarche. Donc, bien sûr, nous évoluons dans une ère post-colonialiste. Je pense à mon pays, notamment le Zimbabwe. Et tout d'abord, le Zimbabwe a eu son indépendance en 1980 et maintenant, en 90 et à 32 ans après, nous voyons que nous sommes toujours confrontés à ce colonialisme. Il est toujours enraciné. Et nous avons aussi cette question du changement climatique qui nous guette aussi. Nous voyons les impacts pour l'agriculture dans certaines contrées du pays, voire qu'il n'y a pas d'eau dans certaines régions aussi. Nous voyons que les températures augmentent. Je peux vous le dire, nous en ressentons les impacts au quotidien. Et certaines de ces personnes ne sont même plus en mesure de se nourrir aussi. L'agriculture est vraiment une question importante à prendre à avoir le cœur. Et il nous faut vraiment agir parce que nous voyons encore les impacts du colonialisme à l'heure actuelle. Nous avons vu, et entre 2016 et 2017, nous avons été confrontés à un des cyclones les plus puissants qui s'est produit dans la région. Et cela prouve réellement que le changement climatique nous impacte. Ce sont des milliers de personnes qui ont été confrontées et concernées par les impacts de ce cyclone. Colonialism and post-colonial era, where Zimbabwe has been sidelined from the international sphere, where Zimbabwe. Et à cet égard, il nous faut vraiment pouvoir alerter la communauté internationale, voir et surtout toutes ces ressources qui sont concernées, ces difficultés. Nous voyons jusqu'à aujourd'hui, aussi nous avons vraiment besoin de mettre en place un plan pour aider les personnes, pour aider notre pays. Et si un autre cyclone venait à se produire, alors la situation serait vraiment catastrophique. Donc, vous voyez, ce sont là les désastres auxquels nous sommes confrontés. Et voyons, ça je vous le disais, hein, ces difficultés, ces catastrophes naturelles qui nous guettent aussi, un changement est plus que nécessaire. Et si nous poursuivons sur cette discussion, nous voyons que les communautés confessionnelles peuvent aussi jouer un rôle au Zimbabwe. Et pour leur part, elles continuent à s'organiser pour apporter des réponses face à ces catastrophes naturelles. J'ai vu le travail et tout ce que nous avons pu accomplir
avec le Conseil œcuménique des Églises et nous essayons de nous adresser aux communautés les plus impactées. Nous leur apportons notre aide, nous essayons aussi de les éduquer. Et ainsi, donc, grâce à notre aide, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Nous voyons ces impacts et ces effets, d'ailleurs. Et si les communautés peuvent travailler ensemble, peuvent se fédérer, là, nous parlons du cas du Zimbabwe, qui est mon pays en Afrique, mais cela est valable aussi dans d'autres pays. C'est ainsi que nous pourrons avoir voix au chapitre, interpeller les autres pays et surtout mettre en lumière ces impacts du changement climatique. Merci à vous. It's next. My honor. Merci, Collins. Et maintenant, j'ai l'honneur de passer le flambeau du Zimbabwe au Brésil. Je vais maintenant présenter notre collègue Moema Viazer, qui est sociologue et éducatrice populaire, connue à l'international pour son engagement sur les questions sociales, notamment au sein des mouvements féministes et environnementaux. Vous êtes la bienvenue. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir proposé cette initiative en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, et surtout à une époque où nous devons maintenant amorcer un changement de mentalité pour créer et développer des actions nouvelles qui permettront à tous les habitants de la Terre de poursuivre leur résistance. Aussi, j'aimerais me joindre à ce qui a été dit par les intervenants précédents. Je suis à Tolède, au sud du Brésil, et c'est aujourd'hui l'un des pays qui peut témoigner des impacts du colonialisme et du racisme structurel et qui se poursuit depuis maintenant tant d'années et surtout de l'impact qu'il peut avoir sur le changement climatique et notre mère, la Terre. S'ils sont confrontés à différentes catastrophes, nous voyons que une grande partie de ce qui se produit est lié à ce que l'on peut appeler des crimes environnementaux. Nous avons eu un gouvernement génocide et ce à différents aspects. En raison aussi de la dévastation de l'écosystème de l'Amazonie. Ce n'est pas seulement le Brésil, ce sont plusieurs pays qui forment cet écosystème, un écosystème qui interfère avec bien d'autres pays, comme chez nous ici dans le sud, avec les sécheresses que nous connaissons, comme au Paraguay, en Argentine. Et nous sommes témoins de ces destructions, de sa déforestation dans l'Amazonie. Vous voyez, tout est imbriqué. Aussi, pour mieux comprendre cette situation, il y a énormément de questions qui deviennent ou qui doivent devenir des priorités. Et si un point important, je dirais que nous devons tous reconstruire, réécrire, réapprendre notre histoire qui a été, je dirais, mise de côté pendant plus d'un millénaire et surtout une histoire qui a été racontée à l'inverse d'un point de vue des colonisateurs, des
conquérants qui sont venus, qui ont colonisé notre continent, qui ont changé notre manière de vivre et ont exterminé tant de personnes ici avec dans des communautés qui avaient des milliers d'années d'existence. Que así continúes a ser contada. Por ejemplo, aussi, c'est une histoire que nous devons continuer à raconter. Nous devons être témoins pour les années à venir. Aussi, si vous regardez ces différentes contrées de l'Amérique, il ne faut pas oublier le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité avec plus de 70 millions d'autochtones qui ont été victimes du colonialisme européen, raison du racisme à l'égard des autochtones, donc les autochtones natifs, et par la suite à l'égard des populations noires que les colonisateurs européens ont également rendus esclaves pour remplacer les groupes autochtones après leur extermination. Ainsi, nous avons essayé de retrouver cette histoire à partir de tout ce qui avait pu être raconté précédemment, mais aussi en se basant sur les écoutes des peuples et de tous ceux qu'ils avaient à nous transmettre. Je ne connais pas l'histoire du monde entier, toutefois, ici même, nous avons essayé de retrouver une initiative très importante des peuples autochtones de nos Amériques qui ont démarré à partir de 1992, lorsque nous avons célébré la rencontre des peuples. Et en fait, ça n'a pas été une rencontre, cela a été une conquête difficile, marquée par un nombre de batailles, de luttes, d'épidémies. Aussi, cette initiative est intitulée Abya Yala. Mais ce n'est pas un titre joli à proprement parler, comme ces termes de décolonisation que l'on entend beaucoup. Pour notre part, nous avons essayé de mettre la lumière sur ce qui s'est passé sur ce continent et tout ce que cela a impliqué au niveau du génocide, mais également au niveau de la résistance des peuples natifs et ce de différentes manières qui ont essayé donc, tout en essayant de s'échapper des colonisateurs et qui ont essayé de récupérer leur territoire. Aussi, la résistance a été forte contre tout type d'oppression qui a pu impacter notamment les femmes. Aussi, c'est grâce à cette résistance que nous sommes encore vivants aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu être commis et décrété, écrit aussi. Mais au final, nous voyons que les colonisateurs ont fait un peu ce qu'ils ont voulu. Aussi, grâce à cette résistance, nous devons essayer de retrouver tous ces signes de résistance des peuples natifs et aussi penser à tout ce qu'ils peuvent nous apporter, surtout lorsqu'on évoquait la question de la biodiversité. Ils disposent d'une culture qui est étroitement liée aux soins de notre terre-mère, de la biodiversité, qui est toujours reliée à la sociodiversité. Et dans mon pays, malheureusement, nous sommes encore loin d'arriver à ce que l'on pourrait parer à la Bolivie. Grâce à des élections directes, avec l'arrivée au pouvoir du peuple autochtone. Et c'est frappant ce qui s'est produit parce que la Constitution a été amendée et c'est la mère Terre qui a retrouvé son centre, son espace, sa position. Et pour ma part,
j'ai été aussi frappé par ce que les peuples natifs peuvent apporter dans ces conférences des Nations Unies. Et je dois dire que je donne vraiment toute la raison à Greta parce que, en fait, si vous voulez, tout ce qu'elle dit, c'est déjà écrit, ça a déjà été dit. Il nous suffit simplement d'appliquer ce qui est dit. Mais aussi, comme l'a dit Audrey, si nous souhaitons apprendre à ces enfants, leur transmettre ces connaissances, nous-mêmes, les adultes, les leaders, nous devons vraiment adopter une autre manière de vivre, hein, c'est-à-dire pour arriver à une bonne euh, cohabitation et aussi permettre cette conversion écologique. Et si vous me le permettez, au fur et à mesure que j'écoutais les différents intervenants et en me basant sur le plan d'information que je connais sur le Conseil œcuménique des Églises et sur les initiatives des religions unies, je dois dire que j'ai pensé que si cette force qui existe au niveau mondial, que l'on voit dans tant de communautés, je pense sincèrement que cette force peut vraiment animer, faire bouger le monde et bien plus rapidement qu'on ne le pense, ou en tout cas qu'il ne bouge aujourd'hui. Merci à vous. Thank you, Moana. It's now my pleasure to take us J'ai again. donc maintenant le plaisir de nous amener à l'autre bout du monde et je tiens à souhaiter la bienvenue à Mohamed Akmal Sharif, qui est directeur pays pour Islamic Relief et qui est responsable de la coalition de l'Asie-Pacifique pour le développement durable. Mohamed, bienvenue à vous. Merci, merci beaucoup. Merci de votre invitation à cet événement des plus intéressants mais perturbants. Pourquoi perturbant? Eh bien, il y a quelques jours, nous avons reçu une nouvelle selon laquelle la génération des enfants de maintenant ou la prochaine génération eh bien, seront confrontés, surtout dans nos régions, 2 fois plus de catastrophes naturelles que leurs parents. C'est une chose des plus perturbantes. Et dans les pays pauvres, 3 fois plus. Donc 2 fois plus dans les pays développés, 3 fois plus dans les pays les plus fragiles. Maintenant, laissez-moi de revenir sur le mouvement Black Lives Matter. The poor, the most marginalized, the socially excluded, Oui, the indigenous. le mouvement Black Lives Matter, il a permis de se mobiliser. Mais comment va-t-on aller de l'avant avec les pauvres, avec les shanties qui construisent ces villes où les riches peuvent avoir l'air propre, les technologies, et les pauvres qui vivent dans des shanties Deal with everyday crisis of poor water, où no ils ont une safe, mauvaise eau, pas d'eau potable, de l'air des plus pollués, parce que c'est ça ce qu'offrent les grandes villes. also into the picture. I come from the Indian subcontinent, which has Alors, been vous under. savez, moi, je viens du sous-continent indien qui a So when the British subi le règne britannique pendant plus de 150 ans. Vous savez quand ils sont venus? somewhere around 17th century, 17e siècle. Le PIB subcontinent du sous-continent indien était de 24,4% de l'économie mondiale. Il représentait 24,4% du PIB mondial. Europe had less than that, which is 23%, something like that. Et l'Europe, dans son ensemble, représentait quelques 23%. Lorsque les Britanniques sont partis, eh bien, ils nous ont laissé que 4%. Voilà comment donc l'économie a évolué. Impact on the economy. It has also impact on how the governance structures works, Alors, rule of law works, how the laws are l'état de droit, oui, tout ça, on sait comment ça fonctionne, on sait comment les lois sont faites, mais carrying in some way or other. So the legacy si of on colonization analyse les choses not left in 1950 en détail, when we eh got bien, out of on se rend compte que, in fine, the colonization, we are oui, carrying in some form or other. la colonisation formellement s'est arrêtée en 50, mais It's a new
Et elle a toujours laissé ses marques. Il y a cette nouvelle forme de colonisation. Les multinationales, avec leur puissance économique, vous dirigent, peuvent vous écraser, écraser vos firmes, vos exploitations. Les gens ne peuvent donc pas profiter du fruit de leur labeur. Vous savez, which was changed somewhere around 2000 and later part of the. So what that act says for 70 years. pendant 70 ans, là où je suis, des Indiens qui vivaient dans les forêts, qui vivaient dans la forêt n'avaient aucun droit sur cette forêt, ne pouvaient pas la gérer parce qu'ils n'avaient pas de documents légaux et donc ils n'avaient pas de droit. Ils ont été jetés et une lutte a alors vu le jour. Ils ont été envoyés vers les grandes villes où ils doivent se battre pour survivre au quotidien. En outre, il y a une autre forme de racisme en Asie, le système des castes. Vous le connaissez, les castes les plus basses. Et c'est surtout dans les petites villes, les zones rurales. Et à vrai dire, ces personnes font les travaux que ce que les autres ne veulent pas faire. Et il y a donc de la discrimination. Ces règles sont lourdes de conséquences. Profound impact, disproportionate impact. I do not see in that way on poor or the marginalized or the Dalit. Vous savez, pour moi, il y a un souci de conception plutôt qu'un défaut. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a la continuité de la colonisation et les pratiques perdurent. Laissez-moi vous donner un autre exemple, des années 90 et des années 80, mais aussi des années 2000. La construction des grands barrages, surtout en Asie du Sud, avec la Banque mondiale, avec des puissances économiques. Mais que s'est-il passé avec ces grands barrages? Eh bien, ils ont été construits dans des zones les plus fragiles, dans l'Himalaya. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, notamment dans le nord de l'Inde, eh bien, qu'il y a des inondations tous les ans. Moi, quand j'étais gamin, jamais je n'ai vu d'inondation. Les lourdes conséquences, on parle de destruction et de mort chaque année depuis ces 4-5 dernières années. Voilà ce qui se passe, voilà comment les choses se déroulent. Il faut donc, vous savez, être prêt à prendre la balle au bond, reconnaître les faits et reconnaître la distribution des richesses à l'échelle internationale. Le révérend Williams l'a dit. Personne n'a toutes les solutions. Il faut une approche holistique, participative, mais participative dans le sens le plus réel de ce terme. Et il faut de l'inclusivité. Vous savez, il y a 18 mois, au Bangladesh, dans ce pays qui a été grandement touché par les changements climatiques, eh bien, j'ai rencontré une famille. Et cette famille m'a dit qu'au cours de ces 5 dernières années, eh bien, à 7 reprises, elle avait dû changer de domicile. 7 déménagements. Imaginez un peu. Il y a des millions de familles. Que va-t-il se passer avec elles? Elles vivent là, dans ces terres basses, au Bangladesh. Et culte des Maldives, que va-t-il se passer lorsque le niveau de la mer montera encore plus? La situation est alarmante. Ensuite, il est important d'impliquer toutes et tous, et il y a l'impératif moral qui doit être mis en avant. Il ne faut pas une approche que technocratique, non, il faut l'éthique, c'est important. C'est important si on veut, vous savez, aborder changement climatique, racisme et colonialisme. Alors ensuite, la question de l'accès aux technologies. Nous devons comprendre le point de vue du Sud.
bon nombre de pays ont du mal à nourrir leurs personnes. Les gouvernements sont confrontés à leurs propres défis. Et donc, ils doivent prendre des décisions dures. Comment va-t-on fournir l'accès aux technologies plus vertes, moins chères à ces pays? Ensuite, nous pourrons peut-être réellement avoir une approche holistique sur les changements climatiques. Dernier point, très important, l'ère de la colonisation et l'ère du racisme ne se sont point achevées à mes yeux. Oui, les formes sont différentes. Oui, les manifestations sont différentes. Oui, les choses se profilent différemment à l'horizon. Mais les pays du Sud global, qui ne sont plus formellement colonisés, subissent toujours la colonisation et le racisme. Restaurer la justice et faire face aux questions des changements climatiques avec une intersectionnalité, c'est nécessaire. Nous devons aborder les changements climatiques, le racisme et le colonialisme. Merci beaucoup. Thank you, Mohammed. Eh bien, merci beaucoup à vous, Mohamed. Now my pleasure to Maintenant, bring all j'ai of our le speakers, grand plaisir d'inviter tous nos orateurs à revenir à l'écran. as I stay connected, we Et tant que je reste en ligne, eh bien, have nous allons discussion, pouvoir video échanger. discussion, even if I do Et get bon, disconnected. si je tombe, vous pourrez continuer l'échange malgré tout, j'imagine. Ah, Thought by everything that je suis touché par tout ce que je viens d'entendre, said par tous vos today. propos aujourd'hui. One Merci. question that we J'ai une question. have received in is J'ai une question qui nous est parvenue par le chat. can we speak to the historical material debt of colonialism and the ongoing impact of the historical loss of Quel est resources l'impact des pertes de ressources historiques et l'enrichissement historique des anciennes puissances coloniales de l'Occident? because of that history? Car cette histoire est lourde de conséquences, il me semble. Moema. Alors, nous pourrions peut-être commencer par Mohamed. Et, et n'oubliez pas de réactiver votre micro, s'il vous plaît, Mohamed. Bueno, lo que ha ocurrido hace más de 500 años atrás, Alors, vous savez, il y a plus de 500 ans, pasó. Es algo que se mantuvo, ¿no? eh bien, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui a perduré. Nous commémorons, entre guillemets, Pero conmemorando el bicentenario de la independencia. le bicentenaire de l'indépendance. Fue una Mais independencia vous savez, cette indépendance de nuestros était países, l'indépendance des élites de nos pays los países europeos, vis-à-vis Inglaterra, des pays européens, d'Espagne, d'Angleterre, du Portugal. pero la mentalidad, la manera Mais de pensar, la manera de seguir les façons de penser, les façons d'agir, los demás, ¿no? Lo que se dice hoy, ¿no? El mito de la modernidad. vous savez, ce mythe de la modernité, eh bien, Como yo decía, hablo un poco más de lo que pasa acá. les choses Son sont las toujours les mêmes. élites que no quieren Chez salir del nous, poder. les élites Tuvimos una ne abolición veulent formal de la esclavitud. pas aller de l'avant. Oui, l'esclavagisme a été aboli de façon formelle, mais aujourd'hui encore, on retrouve ici ou là des employeurs qui, comment dire, traitent leurs travailleurs comme des esclaves. Toda esa cuestión del racismo, por ejemplo, fue cuando las poblaciones negras, ¿no? Vous savez, También lorsque les populations noires de la esclavitud. ont réussi à sortir de l'esclavagisme, Fue para eh bien, ponerlos en un la espacio société s'est organisée pour cloisonner Entonces, no tenían acceso a la ces gens educación, qui n'ont pas eu accès à l'éducation, por supuesto, por eso qui mismo, n'ont pas es eu importante. accès Las mujeres
à ces services ô combien importants. Les femmes noires, pendant très longtemps ici dans mon pays, eh bien, elles avaient certains types de travail, prostitution ou travail domestique, très proche de l'esclavage également. Et les populations indigènes ont été balayées de côté. Cela ne fait que très peu d'années, je vous dis, et surtout après 1990, avec la nouvelle constitution, que l'on a commencé à parler des peuples originaires autochtones et d'en parler en tant que d'êtres humains. Mais vous savez, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé horrible. Et vous savez, passer d'un règlement, d'une directive, d'une loi à des actions sur le terrain, ce n'est point aisé. Alors, nous avons eu la possibilité de voir des écoles indigènes apparaître. Les jeunes garçons et les jeunes filles ont pu s'y former dans leur langue et également en portugais, la langue officielle. Ils ont pu apprendre, se former, apprendre leur histoire, apprendre les us et coutumes, revenir à leurs racines, apprendre leur alimentation. Et puis, grâce à la loi sur les quotas pour les indigènes, les noirs et d'autres, eh bien, ils ont pu entrer à l'université. On parle là d'une réparation historique très progressive et qu'il est important de redoubler d'efforts en la matière. Et il est important de changer les mentalités, comme Audrey l'a dit. Cette année, il y a eu la deuxième marche nationale avec les femmes au Brésil. Il y a eu des milliers de femmes et nous avons refleuri nos esprits. Moïna, désolé, nous allons devoir vous interrompre. Moi, nous allons Merci devoir beaucoup, je vous suis vraiment désolé. interrompre. Vraiment, désolé, mais nous souhaitons vraiment pouvoir donner la parole à tous les intervenants. Et maintenant, il nous reste moins d'un quart d'heure. Et c'est vrai que c'est une question très dense. Si j'aimerais tout simplement rappeler aux gens qu'il y aura un symposium en janvier qui nous permettra de poursuivre sur cette question plus en détail. Et à présent, qu'il nous reste plus que quelques minutes, et je vois que certaines personnes souhaitent vraiment prendre la parole, j'aimerais maintenant m'adresser à tous les participants et leur demander tout simplement de partager avec nous idées, suggestions, ce que les gens pourraient retenir de nos conversations aujourd'hui. Donc vraiment quelque chose d'important que vous souhaitez partager avec nous. Je dirais que nous pouvons vraiment apprendre énormément sur le mouvement Black Lives et vous pouvez voir toutes ces difficultés donc, auxquelles sont confrontées les personnes noires aux États-Unis, et c'est encore le cas pour bon nombre de communautés autochtones aujourd'hui. Et le mouvement Black Lives Matter est vraiment un un moment charnière, là où un moment où les personnes ont demandé à leurs responsables politiques d'agir. Et surtout de prendre conscience de cet enracinement, de ce racisme, et même au niveau institutionnel aussi. C'est pourquoi nous devons poursuivre ce travail, et cela vaut aussi pour les droits des personnes autochtones. Et c'était vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'être à vos côtés, à côté d'intervenants aussi importants. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que, Audrey, vous souhaiteriez maintenant faire part de votre idée? Vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît, donc avec une idée que vous souhaiteriez partager. J'aimerais rappeler que
le racisme, l'esclavage et toutes les institutions qui tournent autour se poursuivent encore, même si certains voudraient nous laisser entendre que c'est fini, mais ce n'est pas le cas. On parle vraiment de traite des personnes et la liste pourrait vraiment être longue. En tout cas, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ce point. Aussi, si nous prenons conscience de cette réalité, pour ma part, j'aimerais dire que nous devons poursuivre ce dialogue, nous devons transformer ce dialogue, le traduire en actions qui nous aideront à faire face, à résoudre certains des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés. Cela vaut pour l'humanité, pour la Terre et pour les églises et nos enfants. Merci. That youthful energy. What do you want to either tell the elders or grab the youth Très bien, to? merci en tout cas de transmettre votre énergie. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, Collins, nous transmettre de votre côté? Moi, je pense que la foi convainc davantage que la politique et grâce à ces communautés religieuses, alors nous allons pouvoir obtenir des résultats encore plus forts, tout en mobilisant ces personnes, en appelant à l'action et en mettant fin à ces discours interminables. Merci beaucoup. Et maintenant, on se rend au Bangladesh. Qu'est-ce que vous souhaiteriez partager avec nous pour conclure aujourd'hui? Alors, pour ma part, j'aurais deux choses. Compartmentalization of rights leads to marginalization of issues. Je dirais que la compartimentation des droits mène à la situation que nous connaissons aujourd'hui. À savoir que les personnes n'ont pas voix au chapitre. Nous voyons notamment ce qui se produit avec les militants. Et dans un deuxième temps, je pense aux règles. Je pense à cette approche fonctionnelle et nous devons vraiment nous acheminer vers un agenda transformatif qui nous permettra de résoudre certaines des questions et problèmes systémiques qui sont au cœur de nos structures, qui sont enracinées justement dans ces notions de racisme et de colonialisme. Merci beaucoup. Et bien maintenant, j'aimerais m'adresser à nouveau à Ryan. Ryan, vous avez la parole. Merci Monica. Et je pense que c'est une chose que nous avons bien apprise aujourd'hui, c'est le partenariat. Car Monica a été ma partenaire, nous a permis vraiment d'être facilitateur, de mener cette conversation. Et nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas avoir la maîtrise de tout. Moi, je n'ai pas forcément la maîtrise de ma connexion Internet, vous l'avez vu. S'il y a une chose que je retiens vraiment de ces différentes interventions, c'est le partenariat, le travail en collaboration pour l'avenir. À cet égard, j'aimerais remercier vraiment ces intervenants ô combien important d'avoir apporté leur contribution et participé à cette conversation. Merci infiniment à vous tous. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose d'un peu plus amusant. Nous allons demander à tout le monde de bien vouloir allumer vos caméras. Alors attention, pas vos micros, mais vos caméras, pour que nous puissions faire une photo de groupe. Cela ne vaut pas seulement pour nos intervenants, mais pour tous les participants. Aussi, si vous le voulez bien, allumez vos caméras quelques secondes pour que nous puissions faire la photo de groupe. C'est vraiment formidable de pouvoir voir autant de sourires. Merci à nouveau à tous nos intervenants. Merci au temps que vous nous avez consacré. Cette histoire du colonialisme et notre lutte pour les générations à venir n'est pas une bataille, un combat d'1 heure et demie, mais c'est vraiment un objectif de toute une vie.
Aussi, merci à nouveau à tous nos participants et particulièrement à nos intervenants. Comme l'a dit ma collègue, nous allons poursuivre cette conversation en janvier. Nous aurons un symposium qui sera organisé. Vous pourrez en savoir un petit peu plus et vous inscrire sur le site du Conseil communal des Églises si vous souhaitez y participer. Je pense que nous avons davantage d'informations, nous inviterons davantage de personnes pour ce symposium, mais vous en saurez un peu plus en temps et en heure. Et à présent, prions pour un meilleur avenir. Merci à vous tous.